Euh, Bonsoir, Bonsoir. Belkacem. Et donc, je suis contente de vous accueillir pour cette nouvelle séance de notre séminaire sur économie sociale et colonialisme. Donc, on en est à la quatrième séance et nous avons donc ce soir deux intervenants. Un premier, parce que je crois que c'est l'ordre dans lequel les choses ont été organisées, mais moi, si vous me dites le contraire, on peut aussi s'adapter. Sur deux sujets qui entrent, je crois, parfaitement en résonance avec les séances précédentes que nous avons eues autour de ces thématiques. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous dire que toutes les séances sont bien évidemment filmées, mais font l'objet d'un enregistrement et d'un montage pour être mis sur notre site, notre nouveau portail qui est celui de la BESS, mais aussi sur le portail du CEVIAS qui a fait l'objet d'une rénovation aussi et qui vient d'être ouvert. Je pense qu'il faudra à un moment donné que nous puissions aussi réfléchir ensemble à la manière dont l'ensemble de ces enregistrements sur toutes les thématiques qu'on a évoquées dans cette séquence sur le colonialisme, mais séquence, je pense, qui va durer peut-être un peu plus longtemps qu'on avait envisagé au départ, parce qu'on a aussi d'autres propositions d'intervention. Je crois qu'il va falloir qu'on travaille sur une présentation aussi hein, de la mise en ligne des enregistrements que nous avons sur cette thématique. Donc, nous avons ce soir effectivement deux interventions, une de Belkacem Benzenine, pardon, excusez-moi, qui est chercheur au centre, qui est politologue et chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran, et qui va nous parler des bureaux de bienfaisance musulmans en Algérie sur une période assez longue, hein, sur une période qui est 1850, 1860, 1962. Et puis nous aurons ensuite une seconde séquence et je remercie son intervenant, Arimino Élisée Assinomé, qui a accepté de reporter la séance que nous avions programmée antérieurement, mais qui, pour des raisons médicales, n'avait pas pu avoir lieu, qui est lui-même docteur en histoire contemporaine et enseignant-chercheur à Tuléar, à l'université de Tuléar, à Madagascar. Voilà, donc je vais vous céder la parole. Si vous avez des... Alors je sais que pour l'un, il y a une présentation, voilà. Donc Pour moi aussi. j'autorise dès maintenant la présentation. Donc si vous pouvez la partager et la mettre en ligne. L'idée que nous avons en termes d'intervention était de se fixer un deadline qui est 19h, 19h15, donc d'avoir une heure à partager entre intervention et questions-réponses, donc 35 minutes pour une intervention et puis des questions ensuite, si vous en êtes d'accord. Voilà, donc je cède la parole dans un premier temps. Vous avez, je pense, la main. Bonjour. Alors, j'ai la main, mais je sais pas alors partager. J'ai une présentation PowerPoint Oui. partagée. Pardon. Je- Vraiment, j'ai la main partagée. Je ne sais pas, je croyais vous l'avoir donné, mais si ce n'est pas le cas, D'accord, je je vais vais voir. vérifier. Pardon. Vérifier, mhm. Partager. Théorie. Alors, pardon, je ne trouve pas mon. Alors, euh,
Voilà. Théoriquement, il y a un partage d'écran là. Donc, Ouais, mais ça, c'est pas moi qui partage. Pardon. Alors, ça ne va pas? ça ne va pas. J'arrive pas à trouver enfin, pour l'accès à mon bureau, quoi. D'accord. Voilà. Et j'ai l'habitude de faire ça. Donc, Quelqu'un peut m'orienter là, parce que je suis sur le. ça dépend pas de nous, ça dépend de vous, c'est ça? Oui, mais je sais pas ça. Ça, c'est votre écran. Ouais. Mais pour accéder à mon bureau, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est du bureau, je vois l'écran de Dominique. Je sais pas. Oui, ça, je l'ai coupé. Peut-être faut couper. Ouais, je l'ai coupé. Mais moi, on me dit que je partage mon écran. Alors, attendez, il y a... Ah, c'est bon. Là, j'ai la main. Là, j'ai la main. Ok. c'est bon? Là, j'ai la main, j'ai trouvé le document. Voilà, ça s'ouvre. Est-ce que c'est bon pour vous? Non? Le partage? Moi, j'ai rien. Ah, Partage en cours, modifier ce peut-être paramètre. on attend. Il y a un document PowerPoint? On a Non? une boîte mail, nous, sous les yeux. Oui, moi non plus, je l'ai Ah, pas. Ça va peut-être arriver. Voilà, Ah, ça y est, c'est bon. c'est bon. Parfait. Super. Donc, la parole est à vous. Allez-y. Il faut que vous rétablissiez votre son, Belkacem. Oui. J'ai combien de temps, s'il vous plaît, pour... Allô? Oui, 35 minutes peut-être à peu près, ça vous irait? Et après, en fonction D'accord. des questions et D'accord. des réponses. D'accord. Très bien. Alors, je suis très content de participer avec vous à l'occasion de ce quatrième séminaire sur l'ESS et le colonialisme. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail en cours qui porte sur les bureaux de bienfaisance musulmans en Algérie. C'est vrai que la période est un peu longue, mais c'est seulement sur les bureaux de bienfaisance parce qu'il y a plusieurs instances de bienfaisance, il y a assistance publique, etc. Et moi, enfin, c'est un travail en cours et ce travail s'inscrit dans le cadre d'une recherche sur les associations de bienfaisance musulmanes en Algérie. Et la première partie, c'est, j'essaie, dans laquelle c'est un projet collectif, j'essaie de montrer comment les bureaux de bienfaisance musulmans en Algérie ont été installés, quels étaient leurs objectifs et surtout quelles étaient les difficultés auxquelles ont fait face tous ces bureaux durant différentes périodes, parce que tout est lié en fait à, au régime colonial en Algérie, au statut de l'Algérie, d'une colonie à un département, à trois départements, gouvernement général, à une assemblée algérienne en 1947 et en grande partie l'évolution des bureaux de bienfaisance est liée à cette évolution, on va dire, administrative de ce qu'était l'Algérie coloniale. Alors, mais
va dire rapidement parce que la communication paraît un peu lente et j'ai 30 diapos. Pourquoi ces bureaux de bienfaisance musulmans? Alors, tout d'abord, c'est le maréchal Vaillant qui était ministre de la guerre, qui était envoyé en Algérie, qui a fait deux rapports. Parmi ces rapports, un rapport destiné un rapport sur la population musulmane en Algérie. Il constate l'ampleur de la misère en Algérie, notamment à la ville d'Alger, parce qu'Alger, c'était la première ville, on va dire, occupée en Algérie. Vous savez, l'occupation va s'étendre durant presque un demi-siècle. Et il remarque un nombre important de miséreux. Il y a une nécessité de prendre soin de ces miséreux, ces misérables ou ces indigents, comme on les appelle aussi à l'époque. Et le constat que fait Maréchal Vaillant dans son rapport, c'est que il y avait les associations, les sociétés de Habous, donc qui géraient la question sociale pour les musulmans algériens à partir de l'argent de l'aumône, les biens du Waqf, etc. Et il dit que la situation a changé et il faut trouver une autre manière de gérer cette situation de misère. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer dans son, dans son rapport à Louis-Philippe? Tout d'abord, une salle d'asile pour les enfants de 2 à 7 ans, un ouvroir pour les jeunes filles musulmanes, des fourneaux économiques destinés à distribuer au prix, au bas prix à la population musulmane une nourriture appropriée à ses besoins et une infirmerie indigène. Telles étaient à peu près les propositions qu'on trouve dans le rapport du maréchal Vaillant. Et avec ce rapport, on commence à s'intéresser à la manière, on va dire, la plus adéquate pour répondre à cette question sociale, on va dire, catastrophique à bien des égards à Alger, mais aussi dans toute l'Algérie. Donc, il y a plusieurs textes juridiques qui vont marquer cette, euh, cette période de la deuxième moitié du 19e siècle et qui est marquée par les rapports notamment du général Cavaignac qui était parmi ceux qui ont accompli ce qu'on appelait la conquête d'Alger et on a le choix on va dire, de l'administration coloniale, c'était de prendre le modèle français des bureaux de bienfaisance. Alors, euh, parmi les premières mesures, c'est le 31 juillet 1856, donc il y avait un décret qui confirme l'institution des bureaux de bienfaisance sur le modèle établi dans l'Hexagone, mais avec quelques considérations qui ont été prises en compte par rapport au statut de l'Algérie et au statut de la population, comme je vais le montrer. Donc, on va dire les villes plus importantes, c'était Blida, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Constantine, Philippeville, Bonne, Médéa et Mascara, à partir dans un seul décret du 31 juillet 1956. On commence à établir ces bureaux de bienfaisance musulmans. Donc, le gouvernement, on va dire français, est conscient, donc, j'ai dit, de la gravité de la situation. Et au fur et à mesure, plusieurs décrets vont être adoptés, soit par le Napoléon, Napoléon, Louis-Philippe ou le gouverneur général d'Algérie après, quand le statut de l'Algérie va changer. Et les bureaux de bienfaisance vont être donc autorisés à partir de 1865. 1865. Et l'administration des indigènes en territoire civil, comme on l'appelait à l'époque, va prendre en charge cette situation sociale et prendre les mesures, on va dire, juridiques qui s'imposaient. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce décret du 5 décembre 1857, qui était le décret impérial, donc signé par Napoléon, qui va revenir aux propositions du maréchal Vaillant. Il va créer le premier bureau de bienfaisance musulman à Alger. Le premier bureau de bienfaisance musulman à Alger est une institution charitable, on va dire, très importante qui va être installée à Alger. Je vais vous montrer le bureau qui va être doté d'une administration aussi
euh, importante. Il y a un très bon article de Omra dans la revue africaine qui considère que cette mesure est un premier acte de réparation envers la population musulmane pour les nombreuses confiscations dont elle avait été victime. D'accord? Parce qu'on le sait très bien que les biens du Habous hérités de la présence ottomane ont été confisqués et gérés par l'administration coloniale à quelques exceptions. Et donc, que ferait l'administration coloniale ou qu'allait faire avec ces biens? C'est tout d'abord d'établir ce bureau de bienfaisance qui va gérer une grande partie pour euh, prendre soin de la situation sociale des musulmans d'Alger tout d'abord. Et sur le modèle du décret 5 décembre 1857 vont être créés d'autres bureaux musulmans dans d'autres villes. Euh, donc, ce bureau de musulmans est dans le décret, donc on va dire qu'il pourra être établi dans chaque commune d'Algérie un bureau de bienfaisance pour la distribution des secours à domicile. Donc, ces bureaux sont ainsi conformément aux lois, ordonnances et règlements qui régissent en France les mêmes institutions. Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça parce qu'il y aura en fait, si vous voulez, deux statuts de bureau de bienfaisance, les bureaux de bienfaisance dans l'Hexagone et dans l'Algérie coloniale. Le bureau, comme stipule le décret de décembre 1857, le bureau de bienfaisance d'Alger peut accepter les dons et les legs. Donc, c'était une bonne partie de ses ressources, mais aussi donc le gouvernement français qui qui euh, acte, qui accordait à chaque bureau selon ses besoins, selon la population, selon les rapports des maires, un montant annuel pour la gestion de ces bureau. Donc, la composition du bureau est comme suit. Un conseiller de la préfecture, donc il y a le président, un chef de bureau arabe départemental. Donc, vous savez, en Algérie, il y avait ces bureaux arabes qui vont disparaître à partir de 1870. Quatre membres français qui parlaient l'arabe, quatre membres musulmans qui parlaient le français et un nombre illimité de commissaires de bienfaisance. Et ce tableau donne une petite idée sur l'évolution de ces bureaux, l'installation de ces bureaux de bienfaisance dans les autres villes, ou dans le département de Rome, mais aussi dans les autres villes. Donc, on a Blida, Boussaada, Chefchaouen, etc. Donc, avec les dates, les départements d'Alger, Constantine, c'était les trois départements d'Alger. Et donc, c'était plutôt dans les, on va dire, les villes, les grandes villes, les villes moyennes à l'époque. Hein, on est jusqu'à 1928, tels étaient les bureaux installés. Et puis, ce bureau se basait sur les commissions administratives, donc qui étaient composées d'un fonctionnaire ou des notables français et sur des notables français indigènes aussi. Et c'est donc l'arrêté de la création de ces bureaux, parce qu'il y avait par décret, mais aussi par arrêté, et ça c'est tout un débat juridique, je vais dire un mot un peu plus tard tout à l'heure sur cette question. Donc parmi les notables indigènes devra toujours figurer au moins un fonctionnaire du culte musulman. Un fonctionnaire du culte musulman. Et dans un travail de Rec Noël sur les bureaux de bienfaisance, il considère que cette disposition devrait être caduque au regard de la loi de la séparation des églises de l'État de 1905, mais ce n'a pas été le cas et on va voir quand dans les différents statuts, on insiste toujours sur la représentation des indigènes musulmans et d'une certaine manière et européens de l'autre. Donc, j'ai dit à peu près quelles étaient les ressources. Hein. Donc, c'est à partir, vous prenez le modèle du décret du 13 juillet 1849 appliqué en France et on essaie de le rapporter en Algérie. Sauf qu'en Algérie, il y a aussi, et ça c'est une chose très importante dans la manière de gérer les bureaux de bienfaisance musulmans, c'est les biens du habous. Et il y aura tout un débat autour de la manière par laquelle on va gérer les ressources des bureaux de bienfaisance parce que parmi les ressources les plus importantes pour des bureaux d'AG, c'était ce qu'on appelait les biens ou les biens du habous de Kinaï. Donc, c'était un homme très influent dans l'Algérie, dans la ville de Blida, 40 kilomètres d'Alger, et qui a légué donc toute sa fortune pour les musulmans misérables. Et en installant le bureau de bienfaisance musulman d'Alger,
donc, l'administration coloniale va utiliser les biens de, il y a très bon article sur ça, donc j'ai donné la référence de Kinaï, pour, comme ressource principale. Et là, il y aura une petite révolte de la population musulmane qui estime qu'il appartient aux musulmans eux-mêmes de gérer ce don ou ce don qui même qui était l'homme le plus fortuné ou au moins parmi les plus fortunés de toute l'Algérie à part. Donc, il n'appartenait pas, on va dire, à un bureau colonial de gérer ça, mais ça, c'est aux musulmans. Et cette question va revenir plusieurs années dans tous les débats sur les bureaux de bienfaisance par le haut notable musulman d'Alger, mais aussi par les sénateurs d'Alger, comme je vais le montrer tout à l'heure. Et donc, j'ai dit, voilà, à partir de 1903, plusieurs bureaux vont être installés dans les différentes villes d'Algérie. Et les bureaux de bienfaisance musulmans, juste la personnalité civile, ils peuvent accepter donc les dons et les legs. Et ce fait par les Européens, donc, parce qu'il y aura deux bureaux, et après même il y en aura trois, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il y aura les bureaux des Européens régis par la loi française. Et ça consacre aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la manière coloniale de gérer la situation sociale en Algérie et aussi la consécration des discriminations entre deux types de populations, la population musulmane et la population européenne. Donc viendra après le décret du 7 juillet 1947 qui va réorganiser le fonctionnement et même la composition des bureaux de bienfaisance musulmans. Et il va renforcer, parce que ça, donc on est en 47, c'est lié aussi au nouveau statut de l'Algérie. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelait les réformes, le statut de l'Algérie, l'Assemblée algérienne qui va être installée en 1948. Donc, il y avait quelques réformes ou réformettes qui vont prendre en considération l'aspect social. Dans cet aspect social, l'administration coloniale pense à réorganiser les bureaux de bienfaisance. Ils vont être installés dans plusieurs villes moyennes et même petites villes. Et on souhaitait diminuer ou réduire les différences sur le plan social entre les deux communautés, musulmanes et européennes. Et donc, on va voir un accroissement dans la création de ces bureaux de bienfaisance. Je donne juste à titre ce journal officiel de 1949 où il y a à Géréville un bureau de bienfaisance, à Ouled Djillet dans les Hauts-Plateaux, à Djelfa aussi dans les Hauts-Plateaux et à Colomb-Béchar dans le sud-ouest algérien. Plusieurs arrêtés ont décidé de la création des bureaux de bienfaisance. C'est ce qu'on remarque aussi dans le journal officiel. Donc, on va voir 49, 50, 51, plusieurs bureaux ont été créés dans différentes villes. Et le bureau de bienfaisance musulman d'Alger aussi, donc après 47, va avoir un nouveau siège très important dans le centre d'Alger. C'est tout un immeuble et il est inauguré par le gouverneur Lejlan qui était un homme très important d'Alger parce que c'est lui qui menait ses réformettes et après ses rapports avec l'administration indigène algérienne n'étaient pas très bonnes, même si on voit dans la photo l'inauguration de quelques notables musulmans, dont le sénateur Tamzali, pardon. Après, donc j'ai dit, le préfet d'Alger décide de la fusion des bureaux de bienfaisance musulmans et européens, euh, pour donner une sorte donner sens à la réforme promise par l'administration coloniale. Donc, remarquez bien, on est le 7 juin 55, donc cet arrêté a été a pris, a été publié officiellement le 7 juin 1957. Donc, c'est juste quelques mois après la déclaration de la guerre de libération nationale. L'administration coloniale va faire, on va dire, entre guillemets, plusieurs efforts dans le sens social pour dire que la France est là présente, pour, on va dire,
transmettre des gestes à la population musulmane à propos de sa bonne foi de maintenir l'Algérie unie et puis qu'il y a des efforts qui sont là dans le sens social. Alors, la fusion des bureaux de bienfaisance musulmans et européens va poser un grand problème normalement dans le milieu algérois parce qu'elle a été jugée comme discriminatoire fondée sur l'appartenance ethnique. Et je vais m'expliquer. C'est pour ça que j'ai dit aussi qu'il y avait trois catégories en fait d'établissements. Le bureau de bienfaisance musulman, européen et cette fois-ci mixte à partir de 1955. Donc, on considère que le décret du 7 juillet 57 relatif à l'organisation des bureaux de gestion stipule que tous les bureaux seront institués dans les communes d'Algérie devront être d'un type unique, exerçant leur activité en faveur des indigents de toute origine. Et la fusion a donné, on va dire, a incité le gouvernement à partir d'Alger de généraliser cette expérience. Sauf que cette expérience, comme je l'ai dit, n'est pas la bienvenue. Elle a été très critiquée par plusieurs musulmans. Donc c'est une autre affaire, mais ça, ce qui nous intéresse, c'est la question orale du sénateur d'Alger, Abdelmout Temzeli, qui va demander dans une question orale au ministre de l'Intérieur de revenir sur cette décision. Quel est le fondement de l'opposition des notables, on va dire, d'Alger contre cette mesure qui voulait fusionner, l'arrêté a été signé par le préfet d'Alger, voulait fusionner les bureaux de bienfaisance musulmans et européens. Le grand problème pour les notables musulmans, mais aussi pour les dignitaires, on va dire, religieux, c'est qu'elle ne tient pas compte de la spécificité de la population musulmane. Parce qu'on estime qu'une grande partie, enfin une partie, c'est pas une grande partie, en fait, c'est une partie, parce que le ministre va s'expliquer sur cette question, une partie des biens des habous et ne peut être utilisée que par la population musulmane, etc. Notamment le legs de ce fortuné de Blida que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on estime qu'il y a une discrimination entre deux populations parce qu'ils ont bénéficié du même, on va dire, des mêmes ressources, alors que la population musulmane, elle est plus importante. Non seulement ça, mais aussi que la population musulmane a ses propres habous. Donc, il y a des biens des habous, des musulmans algériens qui ne peuvent être destinés qu'à la population musulmane. Or, il se trouve que la fusion des bureaux européens et musulmans va donner l'accès à égalité entre Européens et musulmans de ces ressources des bureaux de biens musulmans, des bureaux de bienfaisance, qu'on appelait bureaux mixtes. Donc j'ai dit que les indigents musulmans de la ville d'Alger se trouvent privés d'un patrimoine considérable, évalué à 1 milliard de francs, sans aucune contrepartie. Ça veut dire il y a 1 milliard de francs que devait être destiné seulement à la population musulmane, mais il se trouve que les Européens aussi vont l'utiliser. Et le grand problème, c'est que les musulmans sont plus importants, les musulmans indigents qui ont besoin de ces ressources des bureaux de bienfaisance sont plus nombreux que les Européens. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, cette fusion a créé une inégalité choquante entre les indigents de la ville d'Alger selon leur confession. On va trouver ça dans le débat parlementaire dans le journal officiel de l'Alger. Alors, ce débat va continuer durant toute l'année qui va suivre cette décision et on va donner des chiffres aussi. Le ministre de l'Intérieur essaye de s'expliquer. On dit que le revenu des biens des habous ne constitue que 12%. Il dit que vous exagérez de la part des biens des habous dans les bureaux de bienfaisance, alors que 86% sont des ressources provenant d'un pourcentage de la taxe sur les spectacles et des subventions. D'un côté. De l'autre, le ministre de l'Intérieur qui défend la position du préfet d'Alger estime qu'il y a un respect complet de la tradition musulmane en considérant que la gestion de ces biens
et restreint, composé exclusivement des membres musulmans. C'est-à-dire, il confirme que seuls les musulmans vont gérer les biens des musulmans, entre parenthèses. Intervient dans ce débat Jean Sel, qui était un élu proche de la population musulmane, un élu local. Vous savez, peut-être il y a la fondation Sel à Paris qui défendait les droits sociaux, etc. Et il confirme la position du sénateur Temzeli. Alors, sa position est justifiée par le fait de considérer que le motif donné par la municipalité pour la fusion des bureaux de bienfaisance européens et musulmans ne tient pas compte de la forte présence des indigents musulmans à Alger, qui sont, selon lui, à 5 000 inscrits, pour seulement 1 500 à 2 000 Européens. C'est-à-dire que 5 000 musulmans vont bénéficier au même titre des ressources du bureau de bienfaisance que 1 500 ou 2 000 Européens. Ce qui revient à partager, selon lui, les 100 millions de taxes. Donc, c'est les taxes qui financent les ressources des bienfaisances. On attribue à chaque Européen 2 000 francs et seulement 833 francs de secours mensuel à l'indigent musulman, soit la proportion concrète. Donc, le motif de la fusion, pardon, selon Jean Sel, est infondé, puisqu'il organise de façon permanente une inégalité choquante dans la répartition de cette taxe, qui est une partie importante des ressources des bureaux de bienfaisance européens. Donc, après, donc ces bureaux de bienfaisance vont fonctionner d'une manière, on va dire, pas très moderne. On va voir dans les archives, et même la Cour des comptes va faire beaucoup de réserves sur la manière de distribuer les dons des bureaux de bienfaisance. Mais au-delà de cette manière de fonctionnement ou organisation des bureaux de bienfaisance, il y a tout un débat sur la modalité de créer. Est-ce par décret, est-ce par arrêté, parce que le statut de l'Algérie a changé en 1947, etc., etc. Et donc, il y aura une sorte de simplification de la création de ces bureaux de bienfaisance qui va donner au maire, surtout on est en pleine guerre, le pouvoir de créer des bureaux de bienfaisance sur une simple délibération. Donc, il y a plusieurs décrets, hein, donc je cite quelques-uns ici. Donc, par exemple, le décret du 15 novembre 1950, il estime que les bureaux de bienfaisance peuvent être créés sur délibération du conseil municipal par arrêté préfectoral. C'est-à-dire que chaque mairie peut décider, mais c'est un arrêté préfectoral qui décide en fin de compte de la nécessité ou non de la création de ce bureau de bienfaisance. Le ministre de l'Intérieur avait un autre point de vue. Il estime que la création des bureaux de bienfaisance tant dans la métropole qu'en Algérie ne peut avoir lieu que par décret, après avis du Conseil d'État. Donc, il y avait deux avis différents et cela ne va pas empêcher quand même la création de plusieurs bureaux de bienfaisance en Algérie, surtout pendant la guerre. Donc, on va accélérer cette création. Il y aura le décret du 14 août 1957. Donc, vous voyez, 100 ans après, on change encore pour énième fois les modalités de création de ces bureaux de bienfaisance. Donc, ils sont créés par arrêté du gouverneur général et le gouverneur général peut déléguer au préfet ce pouvoir. Et on voit dans le journal officiel de l'Algérie plusieurs décrets du GGA, du gouverneur général d'Algérie, qui autorisent au préfet de créer ces, ces bureaux. Après, on est en 1960, il y aura encore une fois une nouvelle modalité de création de ces bureaux de bienfaisance. Donc, c'est l'arrêté de 1960 qui va réformer celui de 1947. Et dans l'article 5, il stipule que la commission administrative du bureau de bienfaisance est présidée par le maire. Donc, on donne beaucoup de pouvoir au maire de créer ces bureaux.
et le nombre est fixé par le préfet. Donc, le préfet, on va diminuer du rôle du préfet dans la création. Il va, lui, décider combien de personnes siègent dans ces bureaux selon la population de chaque commune. Donc, c'est la délégation du pouvoir par arrêté de 1950, arrêté de 1958. Et voilà, et là, c'est par exemple la création d'un bureau de bienfaisance mixte à Boutillis. On va les appeler bureaux de bienfaisance mixte. Donc, une simple délibération de la mairie. Et ils décident des recettes, des legs, etc. Et sur autorisation du préfet, le département d'Oran, la commune de Boutillis, on décide de la création d'un bienfaisance mixte. Et on va voir ça dans plusieurs villes d'Alger. J'arrive à la fin et à la conclusion pour dire que la création de ces bureaux de bienfaisance répondait à une urgence humanitaire à l'époque, telle que le constataient plusieurs, on va dire, généraux qui étaient à l'origine de la conquête et remarquent l'ampleur de la misère, mais plusieurs aussi commissions parlementaires. La création de ces bureaux n'a été que le reflet des dispositions discriminatoires à l'égard de la population, parce qu'on voit très bien que la manière les ressources et la gestion de ces bureaux n'étaient pas la même pour la population que pour la population musulmane que pour la population européenne. On voit aussi ce que j'ai dit aussi que sur le plan juridique et le plan administratif ou même technique, la gestion des bureaux de bienfaisance a montré ses limites. Et sur le plan social, les bureaux de bienfaisance n'ont eu qu'un apport modeste dans le domaine social. On va dire qu'ils n'ont pas résolu la question de la misère et des discriminations en Algérie, mais l'apport était très simple et je travaille aussi, ça travaille en cours sur les archives des bureaux de bienfaisance, sur les rapports accablants de la Cour des comptes à propos de la gestion des ressources des bureaux de bienfaisance et la manière de distribuer les dons, la manière même de gérer les ressources, etc. En contrepartie quand même, et ça c'est la deuxième partie peut-être la plus importante dans mon projet de recherche, c'est de considérer que l'expérience des bureaux de bienfaisance, malgré ses limites que j'ai mentionnées, a encouragé les musulmans de mieux s'organiser dans le domaine de la bienfaisance, et ce, par la création de leurs propres associations de bienfaisance qui vont jouer un rôle, on va dire, important à partir de 1930. Donc, plusieurs associations vont être créées. Et en travaillant sur les archives, notamment aux annales, mais aussi aux archives ici d'Oran, je constate que euh, plusieurs fondateurs des associations de bienfaisance indigènes, algériennes, ont été des membres du bureau de bienfaisance musulman. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une certaine expérience dans la manière de gérer la question sociale. Ils vont beaucoup apprendre. Ils vont le dire dans plusieurs rapports d'associations, notamment les associations les plus importantes. Ils vont dire que il y avait le bureau de bienfaisance, cette expérience était néfaste, cette expérience était limitée, etc. Et maintenant, il faut tenir compte. Et en quelque sorte, si je peux résumer leur propos, je dirais que ils estiment qu'il appartient aux musulmans de prendre en main la question sociale à travers le travail de bienfaisance autochtone ou locale euh, par la collecte des dons, des biens de zakat, l'aumône, etc., etc. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Euh, alors, je sais pas, c'est vous qui vais, je crois, peut-être fermer. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour lancer un peu les échanges, j'avais moi-même une question d'abord sur, euh, on- on-
bien évidemment, vous avez commencé avec la mise en place des bureaux de bienfaisance tels qu'ils sont mis en place par le colonisateur, disons, en termes juridiques. Euh, Qu'est-ce qui existait auparavant Ah, euh, très bien. sur ce domaine-là? Ce serait peut-être ma première question. Et Ouais. puis la seconde. euh, l'élément d'articulation que je pense est effectivement central dans votre propos porte sur l'accès au financement des bureaux de bienfaisance du côté local, enfin du côté musulman et du côté français. Est-ce que il y a aussi dans le fonctionnement, en dehors même de l'aspect financier qui est plus que symbolique, hein, qui est fondamental. Et ce qu'il y a aussi dans les pratiques, dans la manière dont la distribution des aides sont déployées, la même articulation ou les mêmes difficultés d'articulation entre des logiques de pratiques différentes. Mm. Euh, Peut-être il y a d'autres questions avant, je sais pas. Moi, j'en aurais une. Vas-y, Oui. vas-y. Oui. Je voulais demander à Belkacem si, parce que entre le premier décret de création de 1857 et puis la véritable mise en place des bureaux de bienfaisance au début du XXe siècle, est-ce qu'il a des éléments sur les freins à ces créations? Pourquoi ça a à peu près mis 50 ans avant de se mettre en place? Bonne question. Oui. Je réponds ou Je peux poser une question? je Ah, réponds à ces deux, j'avais trois coupé le questions son. quand même? Oui, bah, écoutez, allez-y, on verra s'il y a d'autres questions après. Je vous en prie. D'accord. Oui, c'est une question importante. La première, elle est importante. Comment gérer, enfin dire la bienfaisance avant ces fameux décrets. Ouais. Excellente question. Alors, je réponds en deux parties. Tout d'abord, la conquête française va découvrir un système, on va dire traditionnel, qui tient compte des spécificités culturelles, sociales, religieuses de la population algérienne. Il y avait, par exemple, à Alger, ce qu'on appelait Dar al-Fuqara. Dar al-Fuqara, si vous voulez, c'est la maison des pauvres. La maison des pauvres dans Alger. Et d'ailleurs, il y a un travail de mon ami, collègue Isabelle Grongo, qui a travaillé sur cette institution traditionnelle qui gérait, enfin, qui s'occupait de la population misérable et les ressources. Il avait un siège dans la Casbah, donc c'était le quartier, on va dire, ottoman où habitait la population musulmane avant même, et après 1800, la conquête d'Alger, 8 juillet, 5 juillet 1830. Donc, c'était l'institution la plus importante. Et la gestion était aussi de bienfaisance était établie par des mosquées, par les zaouïas, donc ces confréries religieuses, etc. L'administration coloniale, et ça, c'est aussi, je réponds en partie aussi à Kitz, va prendre du temps à s'organiser parce qu'elle était en guerre aussi, surtout. Elle était en guerre, la guerre de conquête qui va commencer en 1830 à Constantine, jusqu'à 1837 à Oran, etc. Après, il y avait le Sud jusqu'à 1906. Donc, elle était sur ce plan, deux plans, le plan administratif, le plan de la conquête militaire. Et avant 1837, donc j'ai cité quelques décrets aussi, voulait établir les bureaux au niveau des grandes villes. Au niveau des grandes villes, quand on a commencé à installer en 1840 les maires ou les gestionnaires des territoires occupés, ils s'occupaient des hospices à partir, qui s'occupaient aussi il y avait un bureau d'assistance sociale. Bureau d'assistance sociale. C'était le temps aussi de s'organiser parce qu'il y avait aussi comme je l'ai dit, la manière de l'organisation, la manière par laquelle l'administration coloniale s'organisait a trouvé des difficultés sur le plan administratif. Donc, c'était pas aussi une préoccupation. C'était pas une préoccupation. Il a fallu ces rapports du maréchal Vaillant, etc., de constater les dégâts de la colonisation et alerter on va dire, alerter Paris
sur ça parce que le maréchal Vaillant va écrire à Paris, etc. Il y aura des commissions aussi du Sénat de Paris qui vont remarquer ça. Donc, c'était 1830-1857, donc c'était 27 ans qui étaient, on va dire, nécessaires hein, pour s'organiser. Alors, vous avez parlé sur la question des pratiques et des distributions des aides. Donc, la distribution des aides était, donc chaque bureau avait un siège à la mairie des grandes villes. Donc, il y avait tout d'abord Alger, Oran, Bonn, Annaba, etc. Et avait un budget de gestion de chaque bureau selon l'estimation des maires des villes. Et là, je travaille aussi, c'est un travail en cours, sur les archives. Et avant, donc, le bureau, donc je parle pas des bureaux musulmans, le bureau de bienfaisance, parce qu'il y avait des bureaux de bienfaisance. Après, il y a le bureau de bienfaisance européen, après le bureau de bienfaisance musulman, après le bureau de bienfaisance mixte, comme je l'ai dit. Le bureau de bienfaisance musulman à partir de 1857 on va dire que les choses, on voyait un peu plus clair le fonctionnement parce que c'était un budget annuel à partir duquel le préfet décide euh, d'accorder à chaque année selon les ressources. Et on observe les ressources et on va dire les recettes et les dépenses. Après, il y a un compte annuel à faire, etc. Et parmi ces ressources, encore une fois, j'ai dit qu'il y avait il y avait les biens des musulmans, donc les habous, donc c'est des biens gérés, quelqu'un qui est mort ou une famille qui est morte, qui laisse un jardin, qui laisse de l'argent, qui laisse une location. Donc la rente est destinée aussi à ces bureaux. Mais les musulmans voyaient d'un mauvais œil que leur argent, toute la difficulté, une partie de la difficulté, c'est de voir que leur argent euh, sera consacré à ces bureaux gérés par des Européens avec on va dire, une administration pas autoritaire, mais à laquelle ils ne sont pas habitués parce qu'on n'est encore pas très habitué à la présence coloniale Kadhafi. et surtout en ce qui concerne la gestion des affaires sociales. Pour la question Anthony, pour les freins à ça, alors vous m'avez dit les freins à l'installation. Les freins à l'installation Ah sont là là liés là. à les freins à l'installation de ces bureaux de bienfaisance sont liés à la situation de l'Algérie coloniale d'une manière générale. Donc, il y avait, comme je l'ai dit, la conquête, après il y avait la résistance, après vous savez que l'Algérie aussi a été touchée par la Première Guerre, la Deuxième Guerre, quand même beaucoup j'ai 80 000 Algériens étaient mobilisés, etc. D'ailleurs, c'est pour ça, après j'ai dit 47, il y aura Ah, une autre réforme où on va, il a fallu attendre 47 pour que ces bureaux vont s'installer dans plusieurs villes. Parce qu'à l'époque, avant 47, c'était seulement les grandes villes. Et avant, on va dire que la misère touche toute l'Algérie. Il est temps de s'occuper des petites villes et ah, villes c'est bien en moyennes, plus. etc. Je sais pas si j'ai répondu clairement. Le micro? Oui, moi, d'abord, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de la population que ces bureaux pouvaient toucher? Alors évidemment, bon, je pense que les situations sont très variables, mais est-ce que les archives permettent, par exemple, de faire des études de cas sur tel ou tel bureau dans telle ou telle ville ou telle région? Oui, oui, excellent. Là, c'est un travail aussi en cours, mais j'ai mis la main sur des archives aux Anom, Il y a Aix-en-Provence. des archives. Oui, oui, oui. Ah, non, non, mais parce que en fait, les bureaux de bienfaisance avaient une C'est quelque chose de comptabilité. ça. Donc, c'est une personnalité morale et avait des comptes à rendre. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait même un rapport sur lequel je travaille actuellement, un rapport accablant de la Cour des comptes de Paris qui critique la gestion des bureaux de bienfaisance d'Alger sur la manière de gestion. Alors, la proportion diffère d'une ville à une autre. J'ai pas de chiffre comme ça, mais elle est importante. Elle est J'ai importante, mis oui. la main sur les registres du bureau de bienfaisance musulman de Marnia. C'est dans les frontières Oui, algéro-marocaines. oui, Une ville moyenne, hein, on va dire moyenne. Donc, il y avait Tlemcen, Grand Marnia,
villes de l'Ouest algérien. Et quand on consulte les registres des bureaux de bienfaisance, ça montre quand même la gravité Oui, merci. de l'ampleur de la misère et qui bénéficient, par exemple, du savon, de l'huile, du café, etc., etc. Et chaque jour, il y a des noms et tout. Et les rapports toujours disent aussi que c'est insuffisant. Tout ce que nous faisons, c'est insuffisant. Et d'ailleurs, même les sénateurs, enfin, les quelques sénateurs et députés musulmans après 47 disent que finalement, à quoi bon d'utiliser, de mobiliser des bureaux de bienfaisance qui ne répondent pas aux besoins de la population musulmane. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'à côté des bureaux de bienfaisance musulmans, il y avait des bureaux d'action sociale dans chaque mairie, donc en parallèle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une confusion d'ordre juridique aussi. Donc, il y avait aussi le bureau d'assistance sociale dans chaque mairie, comme ça existe, je pense, jusqu'à aujourd'hui dans les mairies algériennes, un bureau d'action sociale et un bureau de bienfaisance musulman. Sauf que le bureau de bienfaisance musulman, si vous voulez, avait une sorte de mobilité. Donc lui, il va aussi chercher ces gens nécessiteux, il va dans les maisons, il va dans les villages, etc. Les bureaux d'action sociale des mairies, ce sont les gens qui vont à la mairie pour D'accord, demander la charité, demander d'accord. euh, s'inscrire pour demander le soutien de la mairie. Mais Merci. exactement, il faut travailler sur les archives et c'est un travail impressionnant que je viens de commencer en fait. Et ça donne une petite idée sur l'état social de l'Algérie coloniale et sur la manière de gérer une situation catastrophique à bien des égards, hein, parce qu'il y avait plusieurs événements. Par exemple, j'ai dit la conquête, mais aussi il y avait parfois des batailles, la population qui est obligée de se déplacés, il y avait des orphelins, il y avait des gens qui partent à la guerre, si je me trouve dans les archives, qui partent à la guerre, qui laissent des familles sans rien, hein, quoi. Oui, oui, Et ils demandent aussi au bureau de bienfaisance, etc., etc. Et les bureaux de bienfaisance, on va dire, sont débordés et leurs moyens sont très limités. C'est pour ça qu'il faut dire aussi que il n'y avait pas que les bureaux de bienfaisance, les mm, bureaux mm, d'assistance sociale, mais aussi il y avait les associations charitables européennes qui soutenaient aussi les musulmans et il y avait des associations de bienfaisance musulmanes qui étaient très nombreuses, comme je l'ai dit, à partir de 1930, qui avaient leurs propres ressources et qui connaissaient très bien la population et qui s'intéressaient à- aux aspects, on va dire, sociaux, sur- que ce soit pour l'orphelinat, pour le mariage des filles, même pour l'éducation des filles, pour les affaires scolaires à l'occasion de chaque rentrée scolaire, etc. Donc ça, c'est un travail en parallèle que je mène sur les actions de bienfaisance en Algérie. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ou d'autres questions? Oui? Non? Est-ce qu'on en reste Je là parlais. sur... Oui? Euh, oui? Vous avez une question? Allez-y, s'il y a une question. Non, demandez de réactiver le son, mais c'est pas moi qui réactive le son, donc Je pense que maintenant c'est bon. c'est bon? Là, Oui, d'accord. oui. Donc, merci pour la présentation, que je trouve très intéressante. J'ai une question euh, par rapport à la formation de cette bureau de bienfaisance en Algérie. Et je veux savoir comment ça se passe l'adhésion de la population. Pardon, comment ça se passe? Il y a des échos. L'adhésion de la population. L'adhésion de la population musulmane. Oui, oui, c'est ça.
Je ne vais pas dire que la population musulmane a bien accueilli la présence de ces bureaux de bienfaisance, mais n'avait pas le choix. La population musulmane avait besoin de ces actes de bienfaisance. Et comme je l'ai dit, dans les bureaux de Marnia que j'ai enregistrés, il y avait une forte demande parce que la situation était misérable. Il faut lire les rapports, même des députés, des sénateurs français sur, on va dire, les effets de la conquête française, la population qui se déplace, la population dépourvue de ses terres, qui change euh, de ville, etc., etc. Donc, il y avait une forte demande. On va pas dire qu'il y a bras ouverts, mais elle a bénéficié parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle n'avait pas le choix. Et c'était, on va dire, même bénéfique, même si la gestion était bien des égards chaotique de ces bureaux. Comme ça se voit juste dans le changement de décret. Donc, chaque 4 ans, 5 ans, il y a des décrets. Le ministre de l'Intérieur qui n'est pas d'accord avec le préfet, le sénateur qui critique le ministre de l'Intérieur, etc. Aussi les notables qui interviennent sur la gestion. Mais on va dire que ces bureaux ont contribué à certains égards à réduire la misère de la population musulmane. Pour la raison simple, c'est qu'ils s'adressaient à ces bureaux. Et, ils s'adressaient. Et dans les rapports, on dit qu'il y a une forte demande, donc il faut augmenter les budgets. J'aurais pu me faire une sorte sur le budget de ce bureau de bienfaisance. Je pense que j'ai fait trop de diapos, mais cette question du budget, elle est importante Oui, à mon oui, sens. oui. Ouais, Forme d'acceptation passive. absolument, exact. Ok. Bon, écoutez, sauf si je vois pas d'autres questions, je propose peut-être d'en rester là sur ce sujet en vous remerciant pour cette intervention qui était très, très intéressante et très, très précise sur le fonctionnement de ces bureaux de bienfaisance, qui est un élément très, très intéressant parce qu'on a souvent du mal justement à avoir des éléments extrêmement précis et concrets sur l'appréhension des situations en raison justement du problème des archives. Ouais. J'ai oublié de dire, parce qu'il y a aussi, ça c'est aussi, ça me rappelle aussi le travail d'André Nouchy, etc., et même d'André Prenant et tout, donc ces géographes historiens qui ont travaillé sur l'Algérie. Il y avait aussi la famine qui a frappé l'Algérie, Oui, notamment dans l'Est algérien. Il y avait deux famines début du XXe siècle, etc. Et les bureaux de bienfaisance, c'est notamment dans l'Est algérien, donc la famine à cause de la sécheresse principalement. Le bureau de bienfaisance a été très sollicité durant ces périodes de famine. Il y avait deux grandes familles qui ont frappé hum, l'Algérie. Ça aussi, c'est important de le tout à fait. signaler parce que là, on a décidé d'augmenter encore plus ou voire doubler le budget des bureaux de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Je vous propose de passer sans transition, si je peux dire, de l'Algérie à Madagascar, ce qui est quand même un saut assez considérable, et pas seulement géographique, en donnant la parole à Rémi Assignomé sur les collectivités autochtones rurales dans les années 50. Donc, je vous donne la parole si vous pouvez la prendre. Oui, merci de m'accorder la parole. Euh, Moi, j'ai envoyé Oui? la présentation PowerPoint. Est-ce que vous pouvez l'afficher sur votre ordinateur? Ah, alors ça, je ne suis pas sûre. Oui, alors attendez. Je vous donne la parole. Euh, Vous m'entendez bien ou pas? Oui, Très bien. oui, oui. D'accord. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, encore, merci de m'accorder la parole. Déjà, je félicite cette initiative permettant de faire des échanges sur des thématiques liées
à l'organisation paysanne sous le régime colonial Madagascar. Je suis content d'être parmi vous pour vous parler d'un fait historique qui se passe pendant la période coloniale. Effectivement, mon intervention se focalise nécessairement sur l'expérience de réforme et de modernisation du paysanat dans le contexte malgache après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, à titre d'introduction, je vais parler un peu du contexte. Les années 1950 sont marquées par des contextes particuliers qui sont liés à la vulnérabilité économique des colonies causée par les crises économiques consécutives après la Seconde Guerre mondiale, ce qui met ainsi en exergue la nécessité d'une autonomie économique face à la métropole française. Mais comment se concrétise-t-il ces projets coloniaux? En fait, cette idée d'autonomie coloniale voit les jours en janvier-février 1944, lors d'une conférence à l'échelle de l'Empire qui est organisée à Brazzaville par les dirigeants du Comité français de libération nationale basé à Alger. Les participants ont soulevé l'organisation de la société indigène et les institutions traditionnelles. Félix Éboué, qui était gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, ou AEF, a souligné l'importance de maintenir ces structures, non pas en tant que but ultime, mais comme un cadre nécessaire pour comprendre le fonctionnement de la ville municipale, visant à permettre aux populations autochtones d'accéder à la responsabilité politique. Par ailleurs, d'après les résolutions de la conférence, la politique économique coloniale consiste à assurer le développement du potentiel de production et l'enrichissement des territoires d'outre-mer en vue d'assurer aux Africains une vie meilleure par l'augmentation de leur pouvoir d'achat et l'élévation de leur standing de vie. Et cette nouvelle optique politique entraîne à Madagascar la rénovation des collectivités traditionnelles, ou les Fuknul, qui sont considérés en Nimerne, un groupe ethnique qui se trouve sur le haut-terre central de Madagascar, considéré en Nimerne comme les cellules de base de l'organisation des masses rurales. Ces collectivités voient leurs responsabilités s'élargir. Elles vont constituer aussi des structures d'encadrement du paysanat pour le développement et l'amélioration de la production agricole. Ensuite, le plan de développement économique et social qui est mis en place en 1950 a accordé une attention accrue à cette initiative, le plaçant ainsi au cœur des priorités stratégiques. L'encadrement du paysanat est la préoccupation primordiale puisque ce sont les cultivateurs malgaches qui fournissent 80 à 90% de la production agricole totale. Maintenant, je vais parler du système Fuknul qui est comme base d'inspiration pour la formation des collectivités autochtones rurales. Rappelons que la conférence de Brazzaville de 1944 préconise le cas de Madagascar. Pour le cas de Madagascar, la restauration du Fuknul, qui est reconnu comme un socle de l'administration indirecte, garantissant une politique indigène efficace dans tous les secteurs de la vie sociale. Il s'agit donc d'une forme d'organisation de base comparable à celle d'une CEMA marocaine, réunissant plusieurs chefs de famille et bénéficiant de diverses prérogatives. À Madagascar, surtout dans la partie des hautes terres,
Le Fuknul a été créé pour permettre aux habitants d'un village ou d'un groupe de villages voisins de mettre en commun leurs efforts, d'abord pour leur propre sécurité, ensuite pour leurs moyens de subsistance et par voie de conséquence de réglementer leurs rapports sociaux. Il convient de souligner que pour cette expérience des collectivités rurales, Madagascar s'appuie sur l'expérience nord-africaine qui a été engagée depuis 1945 dans des efforts similaires et qui bénéficie déjà des résultats tangibles en termes d'amélioration du monde rural. Pour illustrer ces propos, nous pouvons citer entre autres le cas du Maroc, dont les autorités coloniales ont lancé dès 1944 une expérience de modernisation dénommée Secteur de modernisation du paysanat ou SMP. Puis, en 1946, les instances françaises ont instauré en Algérie des secteurs d'amélioration rurale ou SAR. Tout cela démontre que l'établissement des collectivités autochtones rurales au sein de la colonie témoigne clairement l'ambition du régime colonial de moderniser le monde rural. Cette politique vise à assurer le développement économique des territoires d'outre-mer ainsi que améliorer les conditions de vie des populations locales tout en préservant les intérêts économiques français. En effet, entre 1944 et 1956, plusieurs réformes des collectivités traditionnelles ont été mises en œuvre, entraînant ainsi la création de diverses institutions. Ces réformes visent à établir une collectivité qui servira d'interface entre l'organisation traditionnelle ou le Fuknul, qui est caractérisée par ses consultations communautaires et ses conventions, et la municipalité rurale avec son conseil et son budget. Maintenant, je vais parler de l'organisation des collectivités autochtones rurales. Les collectivités autochtones rurales sont des groupements de villages ou des quartiers réunissant 1000 à 10 000 habitants administrés par des notables. Le but recherché de pouvoir et de promouvoir le progrès rural, utilisant les habitudes ancestrales, mais les collectivités doivent aussi être capables d'évoluer rapidement vers la municipalité moderne. Donc, ayant leur budget propre, les CAR, collectivités autochtones rurales, disposent de moyens techniques et d'un personnel d'assistance qualifié. Institués par l'arrêté du 7 juin 1950, les CAR sont dotés d'une personnalité morale et d'un budget propre. Et le chef du district exerce certes sa tutelle sur le CAR, mais celle-ci est directement gérée par un conseil élu par les membres. Le chef du district assure le rôle du président du comité d'administration. Il est assisté par des représentants issus de différentes entités comme les conseillers provinciaux, les délégués cantonaux, les techniciens comme du chef du groupement des collectivités, agents forestiers ou agents de service d'élevage. Cependant, la constitution d'une CAR est loin d'être automatique. Elle ne se crée pas, elle se crée que sur les notables d'un canton en formule la demande. Et que si cette demande est approuvée par le chef du district, qui apprécie la capacité de gestion et le dynamisme de la population concernée. Cependant, les structures créées pour l'encadrement du paysanat sont multipliées par les autorités coloniales, ce qui montre la difficulté de l'entreprise et les tâtonnements qui l'accompagnent
Leur succès ou leur échec dépend en premier lieu de l'attitude de l'administration coloniale, de ses véritables objectifs et de la nature de ses interventions dans la création et le fonctionnement de ces institutions. Signalons pour terminer ce chapitre que dans la province de Tananarive, zone d'origine du Fuknoul, que ces collectivités sont fondées en premier lieu. Quelles sont les actions entreprises par le CAR? Quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de l'appui financier et garantir la réussite? Quelles sont les actions que les CAR peuvent mettre en œuvre? Les premières conditions comprennent surtout l'homogénéité de la collectivité sur le plan économique, le caractère dynamique et ouvert de leurs habitants. Ceci constituait donc des atouts incontestables par la réussite de l'expérience pour que les paysans puissent profiter des crédits accordés par le FIDES ou les fonds d'investissement pour le développement économique et social, ou le budget provincial pour la promotion de l'agriculture et l'amélioration de leur niveau de vie. Ces ressources permettent donc de réaliser un programme d'activité comme des actions économiques et sociales, sans oublier des préoccupations administratives comme l'élaboration des actes d'état civil, l'incitation des membres de la collectivité au paiement des impôts. Et l'écart consacre une part non négligeable de leurs dépenses aux réalisations économiques. Mais pour les projets nécessitant des crédits substantiels dont son budget ne dispose pas, les CAR peuvent recourir à des financements extérieurs. Elle peut contracter donc des emprunts auprès du Central d'équipement agricole et de modernisation du paysanat ou CAMP et se transformer ainsi en collectivité rurale à moderniser ou CRAM. Maintenant, je vais aborder quelques expériences d'écart. Et voici quelques exemples d'écart qui méritent de présenter ici. Par exemple, dans la province de Taranarive, plus précisément dans le district de Miarnarive, du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958, la collectivité rurale a bénéficié d'une subvention de 12 millions de francs. Donc, 81% provient du FIDES et 19% de la ressource locale. Cette somme a servi au financement des travaux de construction des barrages d'irrigation, des pistes rurales, pépinières, ou accorder aussi des primes aux paysans, les paysans qui sont modèles en matière d'agriculture et élevage. Aussi le reboisement dans le terrain de 1 hectare. Une expérience que nous allons évoquer se passe, une autre expérience que nous allons évoquer se passe dans la province de Finaratsu, sur une dotation totale de 230 millions 520 000 francs CFA qui est destinée aux collectivités. Celles des districts côtiers n'ont reçu que 63 millions 300 francs CFA. Sur les 14 groupements de collectivités créés dans la province de Finaratsu, 7 se trouvent dans les districts côtiers. Chaque groupement correspond à un district
collectivités autochtones rurales de la côte sont transformées en CRAM, ou collectivités rurales autochtones modernisées, en contractant des emprunts pour se moderniser, alors que les hautes terres centrales, il y a une formation de 4 CRAM. Dans la partie est du pays, l'amélioration des techniques culturelles constitue l'une des activités phares développées dans le cadre des CAR. La politique d'extension de l'agriculture irriguée et la volonté de l'administration de faire abandonner progressivement les tâches ou la culture sur brûlis explique par les soucis de préserver le patrimoine forestier et d'accroître la production. Quelles sont les limites et les contraintes dans la mise en œuvre des collectivités autochtones? D'après Lucille Rapierman, 105 cas des collectivités rurales autochtones ont été recensés à l'échelle de Madagascar en 1952, dont 125 sont observés l'année suivante. Seulement 47 collectivités rurales autochtones modernisées, ou CRAM, sont enregistrées en 1958. Les collectivités, bien qu'elles ne soient pas particulièrement opérationnelles 4 ans après leur création, ont été converties en 1955 en secteur du paysanat. Le but de cette nouvelle organisation consiste à concentrer l'action de vulgarisation sur des exploitations pilotes en faisant, je cite, en faisant réaliser par quelques cultivateurs en ne leur ménageant ni des conseils, ni l'assistance financière et matérielle, toutes les améliorations connues sur l'exploitation à titre démonstratif. Puis, les groupements de collectivités voient le jour en 1956. Ceci constitue une continuation de la vulgarisation d'actions techniques sur la masse des paysans. Les interventions de l'organisation se font donc par le biais de ces nouvelles structures dont le nombre révèle peut-être la volonté profonde de celle-ci d'agir sur la masse des producteurs locaux. Mais ces interventions révèlent également des détournements certains entraînant une insuffisance d'efficacité. En outre, le déploiement des collectivités autochtones rurales à Madagascar a été confronté à de nombreux défis. Des observations ont été émises quant à son efficacité et jugées insuffisantes. L'ambivalence de l'administration coloniale dans sa politique est frappante. Des enjeux structurels sont également soulignés, tels que le manque d'engagement des populations rurales et des contraintes liées au crédit et aux ressources disponibles. L'expérience des CAR et des CRAM ont montré qu'elles n'intéressent qu'un nombre restreint de cultivateurs et non les masses rurales. Elles ne touchent que les habitants des cantons qui ont pris l'initiative de se transformer en collectivité, ce qui ne fait guère que 10% des paysans malgaches. L'importance secondaire des collectivités rurales dans ce domaine, le nombre peu élevé de CRAM constitués et surtout la faiblesse des crédits empruntés auprès de la Centrale d'équipement agricole et de modernisation du paysanat, ou CAMP, explique aussi l'échec de cette expérience. En outre, cette politique de l'administration coloniale s'avère, comme toute, hésitante et tâtonnante. La multiplication des structures d'intervention au niveau des collectivités, le point de vue divergent des différents chefs de province, en particulier, le montrent. Bref,
pour terminer, les résultats obtenus par ces structures d'organisation rurale, carogrammes demeurent peu concluants. Ils se traduisent par des progrès restreints en matière de modernisation agricole, une adoption insuffisante de nouvelles pratiques par les paysans et des résistances dues à un manque de ressources et des approches d'encadrement non appropriées. De plus, l'approche de l'administration coloniale s'est avérée inappropriée face aux spécificités des contextes locaux à Madagascar. Et voilà, je termine ma présentation. Je vous remercie de m'avoir apporté votre attention pendant une petite dizaine de minutes. Merci beaucoup. Vous m'entendez de nouveau là, ça va? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui m'a paru tout à fait intéressant parce que en dehors, disons, des difficultés, enfin du caractère sans doute inapproprié des démarches coloniales, les questions que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce que dans la mise en place de ces collectivités autochtones, il y avait une participation directe de la population, c'est-à-dire qui demandait et qui distribuait en quelque sorte. Alors, je vois bien la manière dont ça n'a pas fonctionné correctement, mais quels étaient les acteurs qui intervenaient aux différentes phases? Est-ce que vous voulez que je réponde tout de suite ou on peut attendre un peu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien poser une question, Dominique. Faites seulement, faites seulement. Merci beaucoup. Merci pour l'exposé ainsi nommé. C'était très intéressant. Alors moi, j'ai plutôt un regard sur la période juste après l'indépendance et l'animation rurale qui s'est développée dans une toute première période à Madagascar. Et je voulais vous poser, bon, moi je vois effectivement ce que vous exposez, ce que vous analysez comme un peu une concrétisation donc d'un changement d'orientation dans la mise en valeur coloniale avec le rapport Sarraute et le bon derrière un débat en France sur le coût des colonies et le cartiérisme. Je sais pas, il faudrait bien repréciser la chronologie et les dates pour essayer de situer vos analyses un peu dans cette chronologie des années 50 qui est quand même très rapide dans la transition entre la période coloniale et la décolonisation. Mais moi, ça me fait surtout écho, en fait, vous avez évoqué des références marocaines plutôt aux sociétés, enfin plutôt ou en complément aux sociétés indigènes de prévoyance qui se sont développées surtout en Afrique, enfin de ce que j'ai pu lire en Afrique de l'Ouest, et effectivement qui conduisent à des constats assez similaires sur l'échec de ces sociétés coopératives, pré-coopératives, je ne sais pas comment on peut les appeler, en tout cas vraiment induites de manière très descendante par le pouvoir colonial. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu, vous, à réfléchir un peu sur cette comparaison entre société indigène de prévoyance et les exemples que vous analysez à Madagascar. Et je voulais vous poser aussi la question justement par rapport l'animation rurale a été aussi construite juste après l'indépendance par une démarche auprès communautaire, hein, à l'échelle locale par le au pouvoir. Et je ne sais pas
si vous avez eu à regarder ou à approfondir les différences entre ces approches de la période coloniale et ces approches de l'animation rurale juste après l'indépendance et est-ce que ça suscite des questionnements particuliers à votre niveau? Merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux prendre la parole pour répondre à vos questions? Ou il y a d'autres questions qu'on peut accueillir? Après, je réponds. Oui, s'il vous plaît. Alors, donc, par rapport à la première question, euh, l'implication directe de la population dans la mise en place de cette structure, car moi, je pense que déjà, il a l'initiative des chefs de canton, donc l'administration coloniale, qui essaie de mobiliser les paysans et de le mettre dans une association, dans une structure pour mieux contrôler. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout de la décision effective de la population, mais la population est plus ou moins dans la contrainte de se regrouper dans une structure. C'est pour cela que cette initiative, cette expérience n'a pas bien passé. Et ça, il n'y a pas d'adhésion, la poste n'est pas adaptée par rapport à la réalité du pays. La deuxième question, par rapport, est-ce qu'il y a une continuité, une transition entre euh, l'administration rurale dans le contexte de la colonisation et celle de l'après, pendant la Première République? D'après mes études, parce que moi j'ai eu l'occasion d'approfondir un peu cette question dans le cadre d'une thèse que j'ai préparée. Et, enfin, la colonisation, non, enfin l'indépendance, déjà il avait des programmes de développement qui étaient mis en place par le pouvoir colonial. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport Sarrault, et dans ce contexte que l'administration coloniale a essayé de mettre une réforme sur le plan social et sur l'économique et essayer d'impliquer la population dans les affaires, que ce soit dans les affaires nationales ou sur le plan économique ou politique. Et une fois que l'indépendance est acquise, il a cette continuité et le même projet de développement, le programme de développement qui était élaboré pendant la période coloniale, dans les années 50, a été repris dans la première partie, dans au début de l'indépendance. Et on a vu même que le gouvernement à l'époque a renforcé ses efforts et a essayé de faire la promotion, la valorisation de cette approche d'animation rurale. Vous avez d'autres questions? Le sentiment, enfin pas une question, mais une réflexion. Est-ce que le schéma de ces collectivités tel qu'il a été conçu par le colonisateur était totalement importé sur une réalité qui était mal analysée et est-ce qu'en fait cet apport euh,
était trop lié aux conditions de la colonisation pour avoir une chance de réussite? Non, non, question. Non. Oui, Michel? Oui, dans la suite de ce que tu as dit, parce qu'on a quand même l'impression que ça se solde par un gros échec de l'administration coloniale. Enfin, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, est-ce que vous avez quelques renseignements sur les personnes qui ont mis ça en place? Sur les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les colonisateurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils connaissaient un peu Madagascar, je veux dire, est-ce qu'ils connaissaient un peu le terrain, ou ils arrivent comme ça avec des idées complètement hors sol, si je peux me permettre. Ouais, c'est un peu dans la suite de ce que tu dis, mais bon, je m'intéresse toujours quand une réforme est faite, qu'elle fonctionne ou pas, toujours intéressant de voir quels sont ceux qui la portent. Quels sont ceux qui la portent. Tout à fait, oui, tout à fait. Mhm. On ne vous entend pas sur la réponse. Est-ce que le micro a été branché? Ah, d'accord, non. Voilà. Non, c'est bon. Oui, Donc, par rapport à la première question, hein, effectivement, on a pris l'exemple des cas des pays en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie. Donc, à partir de ces exemples, l'administration coloniale a essayé de mettre en place à Madagascar. Mais ils ont quand même pris aussi, ils ont pris en considération aussi certaines organisations traditionnelles comme les Foukounouls. Donc, l'administration coloniale a essayé de faire le prix entre les deux organisations, à la fois des organisations traditionnelles, et il essaie de moderniser cette organisation. La deuxième question, c'est par rapport aux personnes qui ont des connaissances sur la réalité de Madagascar. Oui, il y a des personnes qui ont des connaissances. Déjà, il avait de l'Académie nationale malgache. Et ce sont des scientifiques, des chercheurs en sciences sociales qui font partie de ce cercle. Il y a aussi des administrateurs coloniaux qui ont fait de recherches, que ce soit dans le domaine de l'ethnologie, l'ethnographie ou de l'histoire. Sûrement, ils ont des connaissances, des bonnes connaissances pour conseiller ou pour informer comment dire ça, les responsables coloniaux. Et je pense que enfin la mise en œuvre de cette réforme, ces responsables coloniaux sont bien informés, ils ont consulté les personnes qui ont des connaissances dans le domaine sur la réalité malgache. Là, je pense que j'ai pu apporter quelques réponses par rapport aux questions. Enfin, ils ont consulté des personnes qui avaient une connaissance du terrain, mais sur l'application même, il semble que peut-être ces connaissances n'aient pas nécessairement été prises en compte, enfin, si j'ai bien compris, parce que le constat final n'est pas un constat positif. Oui, moi je trouve aussi qu'il y a une énorme écart entre le monde universitaire, hein, donc des personnes qui ont des connaissances approfondies hein, sur une thématique Madagascar, c'était malgache, et l'administration coloniale, c'est-à-dire que ce soit le gouverneur ou le chef de district. Je ne pense pas trop qu'ils ont comment dire, de l'occasion, de l'opportunité pour faire des essences. on a, on a l'impression des gens très savants, mais qui sont complètement déconnectés
du terrain, de la réalité sur laquelle ils travaillent. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Est-ce que vous en connaissez un peu de ces administrateurs, de ces savants qui ont justement réfléchi à essayer de mettre en place ces structures? Euh, Je parle du Haut-de-Monnier, en ça. Un point aussi que j'aimerais partager avec vous hein, par rapport à la Oui, communauté scientifique dans le monde rural, là, c'est le CIRAD ou d'autres organismes de recherche, c'est presque à Madagascar qu'ils ont été installés le premier lieu. Hein. C'est après qu'il a l'extension dans d'autres pays. Mais c'est à Madagascar qu'il avait de centres de recherche sur le monde rural. Il avait des groupes de scientifiques qui étaient très actifs. bon, bon, bon. Merci de cette réponse et de vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je trouvais la présentation très intéressante. Et, bon, euh, c'est un domaine sur lequel nous avons jusqu'à présent peu de témoignages et peu d'études. Enfin, moi en tout cas, mais peut-être certains en ont-ils plus que moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, je remercie nos intervenants et je vous propose d'en rester là pour ce soir. Patricia, Michel, Anthony, Merci, moi c'est bon. C'est bon. parfait. Ah oui, je vois que François, Non, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée et merci, désolé pour problème technique de tout à l'heure, hein. Merci à vous, hein. Bonne soirée. Plaisir. Bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.